Je suis née au Ghana, dans un monde où le sol semblait solide sous mes pas. À 4 ans, tout a basculé. Ma mère n'est plus revenue. Le silence a envahi chaque recoin de notre maison. Je tendais la main vers le fauteuil où elle s'asseyait chaque soir, mais il restait froid. Je cherchais son odeur dans les tissus des rideaux. Il n'y avait plus que la poussière et l'air immobile. Je ne savais pas nommer ce qui arrivait, mais mon corps a enregistré la rupture. La chaleur de notre foyer s'est évaporée en quelques heures. Je restais immobile dans le couloir, observant les rayons de soleil qui frappaient le parquet. La lumière était là, mais elle ne réchauffait plus rien. Ce vide est devenu une présence physique, une épaisseur qui encombrait mes journées. J'ai commencé à éviter le centre des pièces, pour longer les murs, cherchant une appui qui ne s'effondrerait pas. Chaque craquement du plancher sous mes pieds résonnait comme un avertissement. À 4 ans, j'ai appris que l'absence est une force capable de vider une maison de sa vie. Je ne pleurais pas, je me figeais, attendant que le monde reprenne sa forme, mais les murs restaient sourds à mes appels. Le vide s'était installé, définitif et glacial, marquant le début de ma solitude. 葬礼结束后的客厅，空气仿佛凝固。大人们没有聚在一起互相慰藉，而是开始在大厅里来回踱步。原本属于我母亲的椅子被推到了角落，木脚在石板地上发出刺耳的摩擦声。我躲在门帘后面，看着父亲站在窗边，双手紧紧抓着窗框，指节因用力而发白。亲戚们围成一圈，他们的声音压得很低，却带着一种尖锐的质感。他们不再谈论我母亲的离去，而是开始用手指指点点，每一次挥动都像是在空气中划出一道裂痕。我观察着他们的脸，嘴角紧绷，眼神里没有悲伤，只有毫不掩饰的怀疑。这种怀疑像病毒一样在屋子里蔓延。当他们交谈时，我屏住呼吸，紧贴着墙角，感受着那种从客厅中心辐射出来的敌意。家曾经是我可以自由奔跑的场所，现在却变成了一座只有冷漠视线的监视牢笼。我试图穿过大厅去厨房，但每一个经过的亲戚都会突然停止交谈，用那种审视陌生人的目光打量我，直到我不得不退回到阴影里。这种沉默比任何争吵都更令人窒息，每个人都在防备着对方。而我成了这场对峙中唯一的旁观者，被困在这层层叠叠的猜忌之中。Les murmures dans le couloir ont fini par prendre une forme plus tranchante. Un nom a commencé à circuler, celui de mon père, associé à des mots que je ne comprenais pas encore, mais dont la violence me faisait frissonner. On l'accusait de rituels occultes, de pactes sombres scellés dans le sang de ma mère. Chaque soir, ces accusations frappaient contre les murs de ma chambre. Je m'enfonçais sous mes couvertures, mais le son traversait tout. J'entendais les voix des oncles et des tantes s'élever dans le salon. Leurs phrases étaient des flèches qui visaient notre porte. Mon père ne répondait plus. Il restait assis dans l'obscurité de la cuisine, fixant ses mains posées sur la table, tandis que les rumeurs dehors gagnaient en intensité. La haine ne restait plus confinée aux conversations privées. Elle s'infiltrait dans chaque fissure de notre foyer. J'ai vu des voisins s'arrêter devant notre portail, pointer du doigt nos fenêtres, puis s'éloigner en crachant par terre. Le monde extérieur, autrefois familier, est devenu un territoire hostile. La sécurité de mon enfance s'est effondrée. Je ne pouvais plus fermer les yeux sans imaginer ces ombres que les gens décrivaient. La peur a cessé d'être une sensation diffuse pour devenir une présence constante, tapie sous mon lit, attendant que le silence revienne pour m'étouffer. Le silence de la maison a volé en éclats sous le fracas des dossiers juridiques. Des hommes en costume ont envahi notre salon, déployant des papiers au sceau officiels sur la table où nous mangions autrefois. La bataille pour ma garde n'était plus une question de soins, mais une guerre de territoire entre les deux familles. Soudain, je ne suis plus une enfant, mais une pièce à conviction. Mon oncle m'attrape par le bras pour me traîner vers un avocat, tandis que la sœur de ma mère me tire par l'autre côté, leurs doigts s'enfonçant dans ma peau comme des griffes. Ils ne me regardent pas, ils mesurent ma valeur. Chaque argument qu'ils échangent est un coup porté à ma stabilité. J'ai vu mon père, les mains liées par les menottes de la procédure, incapable d'intervenir alors qu'on m'utilisait comme un pion. Dans ce tribunal improvisé, les mots doux que je connaissais ont été remplacés par des termes techniques froids. J'ai compris avec une clarté glaciale que l'amour n'était qu'un alibi pour la possession. Ils se disputaient mon avenir en s'arrachant des lambeaux de mon enfance. Cette réalisation a été un choc physique. L'affection que je croyais protectrice s'était transformée en une lame tranchante, destinée à blesser l'autre partie. J'étais le champ de bataille. Et chaque jour, leurs mains avides me rappelaient que, pour eux, je n'étais qu'un objet de litige à soumettre. J'ai pris la décision de partir. Le jour du départ, j'ai laissé derrière moi les routes de terre rouge et le bruit incessant des disputes familiales. Le voyage a duré des heures. Une succession de couloirs d'aéroports et de visages indifférents. En posant le pied en Chine, j'ai cru que l'air nouveau effacerait tout. Les enseignes au caractère inconnu, le rythme effréné des foules, le froid vif de l'hiver, tout était étranger,
Tout était neuf. J'ai marché dans les rues de cette ville immense, cherchant à me perdre dans la masse. Mais dès que la nuit tombait et que le silence se réinstallait dans ma chambre, le passé a refait surface. Je fermais les yeux et j'entendais encore les échos des accusations de mon enfance. Le chagrin, je l'ai réalisé avec une amertume profonde. N'a pas besoin de passeport pour traverser les frontières. Il ne reste pas dans les bagages abandonnés à l'autre bout du monde. Il voyage avec moi, logé dans les battements de mon cœur. Chaque fois que je regarde mon reflet dans une vitrine, je vois encore cet enfant qui scrutait les visages pour éviter les coups. Le changement de continent n'était qu'un décor de théâtre. La douleur, elle, était restée intacte, tapie dans l'ombre de chaque nouvelle journée, prête à me rappeler que je n'avais rien laissé derrière moi, sinon moi-même. Il faut survivre. Le décor a changé, mais le besoin de manger et d'avoir un toit reste le même. J'ai commencé à acheter des marchandises, des petits lots de produits, pour les revendre. Mon quotidien est devenu une succession de gestes mécaniques. Je charge des cartons jusqu'à ce que mes bras tremblent, je vérifie les listes de colisage sous la lumière crue des néons, je parcours les entrepôts pour négocier chaque centime. La fatigue est une ennemie constante, une chape de plomb qui s'abat sur mes épaules dès le milieu de la journée. Je bois du café brûlant, je m'asperge le visage d'eau glacée pour rester debout. Quand les autres dorment, je suis encore là, à compter les marges, à suivre le trajet des cargaisons sur mon écran. Chaque colis expédié est une petite victoire sur le vide. Je ne cherche pas la richesse, je cherche la sécurité. Je construis ce commerce comme on érige un mur de briques, une par une, avec une patience acharnée. Parfois, je m'effondre sur le sol de mon bureau, les yeux fixés sur le plafond, mais je me relève toujours. Je refuse de laisser l'épuisement gagner. Chaque transaction aboutie est une preuve que je suis capable de diriger ma propre vie, loin des tribunaux et des regards accusateurs qui ont hanté mon enfance. Le téléphone vibre sur le bureau, brisant le silence de ma nuit de travail. C'est un appel du Ghana. Je décroche, et immédiatement les voix se chevauchent. Ils ne demandent pas comment je vais. Ils parlent de dettes, d'urgence médicale, de loyer impayé. Ces mots réveillent instantanément la vieille méfiance qui dort en moi. Mon instinct me hurle de couper la communication, de raccrocher et de protéger ce que j'ai mis tant de temps à accumuler. Je serre le combiné jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Je vois le solde de mon compte sur l'écran, le fruit de mes mois de privation, de mes nuits blanches à trier des stocks. Pourtant, malgré les signaux d'alarme qui hurlent dans ma tête, je sens mon cœur fléchir. C'est un réflexe, une habitude ancrée dans mon sang. Je leur réponds par une promesse. Je passe l'appel suivant à ma banque. Je valide le transfert. Je regarde les chiffres diminuer en temps réel sur mon interface. L'argent part, traversant les océans pour atterrir dans leurs mains. Je reste là, immobile, fixant l'écran noir, le souffle court, consciente d'avoir une fois de plus sacrifié ma sécurité pour maintenir un lien qui me pèse autant qu'il me définit. Quelques jours plus tard, la réponse arrive. Pas un mot de gratitude, pas une explication sur l'utilisation des fonds. Je reçois des photos, des messages vocaux où les rires étouffent mes questions. Ils ont organisé une fête, ils ont acheté des objets inutiles avec l'argent que je gagne à la sueur de mon front. Le mépris suinte de chaque syllabe qui m'adresse. Ils me disent que je leur dois bien plus, que mon succès n'est qu'une formalité administrative. Je lis ces lignes, et mes mains se mettent à trembler. Je relis les montants, je revois les heures passées à emballer des colis sous la chaleur, les repas sautés, les nuits blanches. Tout cela a été brûlé en une seule soirée de frivolité. Ma carapace, patiemment construite, reçoit un coup direct. Je sens une fissure s'élargir, un vide s'installer dans ma poitrine. Je cherche un appui, mais le bureau me semble soudain trop vaste, trop froid. Chaque trahison est un poids de plus sur mes épaules. Je ne peux plus respirer. La panique monte, une onde de choc qui menace de tout balayer. Je pose la tête sur le bois froid de la table, les yeux grands ouverts sur le néant, sentant mes fondations intérieures vaciller dangereusement sous l'assaut de cette ingratitude totale. Le silence revient, lourd, pesant comme une dalle de béton sur ma poitrine. Mes doigts agrippent le bord de la table, si fort que mes phalanges deviennent blanches. Je sens le souffle court, saccadé. Dans ma tête, le chaos des voix s'agite encore. Mais je ferme les yeux. Je force mes poumons à se remplir d'air. Une fois, deux fois. Je cherche une ancre dans ce naufrage. Je murmure. D'abord un souffle à peine audible, puis une vibration dans ma gorge. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ces mots ne sont pas une consolation. Ce sont des briques. J'en pose une, puis une autre. Je répète la phrase, rythmant chaque syllabe avec mon battement de cœur. Le tremblement de mes mains ralentit. Je sens la chaleur revenir dans mes paumes. Ce n'est pas un miracle, c'est une décision. Je refuse que cette trahison soit le dernier chapitre de mon histoire. Je me redresse. Mes muscles se tendent. Je dégage ma colonne vertébrale. La douleur est toujours là, nichée dans mon ventre. Mais elle ne me possède plus. Elle devient un carburant. Je fixe le mur blanc devant moi, non plus comme un obstacle, mais comme une page prête à être réécrite. Je suis ici, je respire.
Et cela suffit pour recommencer. Je me lève enfin. Le contact de mes pieds sur le sol est ferme, ancré. Je marche vers la fenêtre et je regarde au-delà du verre. Les rues s'agitent. Les gens passent, indifférents à mes cicatrices invisibles. Pendant longtemps, j'ai cru que mon histoire devait être racontée à travers mes larmes, que la souffrance était la seule langue que le monde comprendrait de moi. C'est fini. Je refuse ce rôle. Je range mes papiers sur la table. Je ferme les dossiers. Je nettoie la surface de travail. Chaque geste est précis, calculé, une affirmation de ma volonté. Je ne suis plus la victime des rumeurs, ni la source de revenus pour ceux qui m'ont trahi. Je suis devenu le témoin de ma propre ténacité. Je regarde mes mains. Elles ont travaillé, elles ont porté des charges, elles ont survécu. Je ne cherche plus la validation des autres. Je ne demande plus le pardon pour avoir réussi. Le fil est ténu, certes, mais je le tiens fermement entre mes doigts. La douleur a construit les murs, mais je suis celle qui a ouvert les portes. Je ne suis pas le produit de mon passé. Je suis la bâtisseuse de mon présent. Je prends une dernière inspiration, profonde, et je sors. La vie continue, et pour la première fois, je marche sans regarder derrière moi.